Jean-Philippe, salut, comment ça va? Salut Simon. Tu vas bien? Non. Raconte-moi pourquoi. Je savais pas quoi te dire d'autre que non, parce que tout le monde dit toujours oui, oui, ça va et toi? Ça va? Et puis les gens finalement poursuivent pas la conversation. Ah si, mais moi ça m'intéresse. Bon, tu sais, on se connaît quand même depuis maintenant assez longtemps pour que ça m'intéresse. Comment tu vas? Comment vas-tu alors? Vraiment. Alors c'est pas une question. Alors, vas-tu bien? On Alors peut le non, dire? non, bah non, non, faut reposer la question différemment. D'accord. Quoi de neuf? Non. Qu'est-ce qui Dis-moi. va bien pour toi aujourd'hui? Ah, ça c'est pas mal. Et ben tu sais quoi, je vais me le garder pour tous les prochains. Jean-Philippe, qu'est-ce qui va bien pour toi en ce moment? Écoute, futur papa. Félicitations. Ouais, je sais pas comment j'ai fait, mais après tant d'années, j'ai réussi. Futur papa, toujours en couple, toujours avec plein de connaissances à acquérir et déjà acquises. Voilà, non, écoute, ça va, globalement, tout va bien. Après, tu sais, une vie, c'est des cycles, hein. Il y a des phases un peu meilleures que d'autres, mais toujours, après la pluie, on peut espérer le beau temps, donc voilà, c'est Ouais, plutôt pas enfin, mal. en ce moment en Lorraine, le beau temps, j'ai envie de te dire qu'on l'oublie un petit peu. Et détrompe-toi, il fait beau la semaine prochaine. J'espère. Jean-Philippe, est-ce que tu peux rapidement te présenter pour ceux qui te connaîtraient peut-être pas encore dans la région? Alors, je peux me présenter. Donc, je m'appelle pas Henri. J'aurais pas souhaité réussir ma vie, en tout cas pas comme ça. Mais je m'appelle Jean-Philippe. Voilà. J'ai 47 ans. Alors, je sais que je les fais pas. Beaucoup de gens pensent que j'ai 35 ans. Je tenais à le dire quand même pour ton J'ai jamais audimat. pensé ça. Oui, bah oui, mais j'ai 47 ans quand même. Je suis à 3 ans de la quille. Et j'ai leur web depuis 28 ans bientôt. Hein. Ok. C'est la 28e année depuis début juillet, là. Je suis passionné de guitare. Ok. Voilà, je joue énormément de guitare, plus de 2 heures par jour en moyenne. Ok. Ouais, Vrai entraînement. Tous un les vrai jours. entraînement, ouais, c'est un peu mon sport à moi, même si je fais de la course à pied 3 fois par semaine. Mais ça, c'est pour garder la forme. Je suis passionné par les neurosciences, passionné par les nouvelles techniques et les nouvelles approches concernant l'être humain. Je suis un peu revenu du digital, même si j'ai été digital native, aujourd'hui j'en reviens un peu parce que je pense que c'est ce qui est en train de mettre notre civilisation à plat. Ok. On a assisté à la fin de l'Empire romain, des Grecs, etc., etc. Aujourd'hui, on est en train je pense, d'assister à la fin d'un monde drivé par la fin de la Deuxième Guerre mondiale et les 30 Glorieuses. Ok. Voilà. Et puis sinon, je trouve que c'est exceptionnel ce qu'on est en train de voir parce que finalement, il faut rester optimiste, hein. On a la chance d'être spectateur d'un changement de monde sans précédent. Mhm. Alors bien sûr, on peut rester sur l'aspect médiatique et parler des conflits géopolitiques qui sont en train de montrer le bout de leur nez, de l'inflation, on peut parler de l'inflation, on peut parler du Covid, etc. Mais moi, ça m'intéresse pas parce que finalement, c'est pas là pour rien tout ça. Ouais, après, alors ça t'intéresse pas, mais c'est tous une période, et surtout nous, dans notre domaine d'activité, qui ont fait plus ou moins de mal et qui ont totalement changé la donne, hein. En fait, le problème, c'est qu'on a été éduqués aux années 80, 90, 2000. Et on a eu ces réflexes-là qu'on nous a inculqués dès l'école. Mais aujourd'hui, tout ce qu'on a appris, on peut le jeter à la poubelle. Enfin, pas tout. On peut capitaliser sur notre expérience. Bien sûr. Mais aujourd'hui, il faut penser différemment. Et il faut pas penser différemment en termes de marketing. Beaucoup de gens veulent se donner une vision environnementalement correcte, RSE correcte, mais c'est du marketing tout ça. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, personne n'est capable d'envisager ce qui va se passer dans un avenir proche, moyen ou lointain, et donc on se cherche tous. Ok. Voilà. Et le fait de se chercher, ça amène des pistes de réflexion qu'on n'aurait pas eu avant. Donc ça, c'est plutôt l'aspect positif. L'aspect négatif, c'est qu'on transforme ça un peu en image. Donc tu regardes LinkedIn, par exemple. C'est la foire à je raconte ma vie, mais personne ne la lit. Et c'est du coup pour ça que tu t'es dirigé vers cette partie non-verbale avec du coup LNV Group, le non-verbal? Oui, parce que dès 2017-2018, je me suis rendu compte que chez nous, les clients, c'était devenu des emails et des numéros de téléphone, mais c'était plus des personnes. Et je me suis dit, mais en fait, on va arriver vers des problématiques. Et on commençait à voir les premiers burn-out arriver, hein. On n'était pas encore dans le Covid, qu'on en parlait déjà, des maladies professionnelles.
Et je me suis dit, mais comment se fait-ce finalement? Pourquoi on est passé d'un stade du rock'n'roll des années 60, des 30 glorieuses, où n'importe qui lançait n'importe quoi, ça marchait, à ce stade où finalement les gens ont peur d'aller dans les entreprises? Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le management c'est aussi dur? D'ailleurs, on est assez touché par ça, proche de nous, au Luxembourg. Et donc, je me suis replongé en fait dans les basiques de la communication et je me suis aperçu qu'effectivement, on est des êtres animés d'émotions et que ces émotions, finalement, on en a fait fi depuis quelques années au profit du management par la réussite et la productivité. Et je suis pas contre, je suis pour la productivité, mais ça devient improductif à partir du moment où les gens perdent des repères, perdent des valeurs, ne savent plus pourquoi ils bossent et ils restent chez eux parce qu'ils sont malades et qu'ils comprennent pas ce qui se passe. Donc j'ai essayé de théoriser l'arrivée de ces maladies, en fait, d'essayer de comprendre comment elles se formaient et donc retourner aux basiques de l'être humain, de la sociologie. Donc, parce que pour ceux qui ne connaîtraient pas leur web, donc toi, tu as ton agence de communication, de digital, communication de 360 depuis 28 ans. Oui. Ces maladies professionnelles dont tu viens de nous parler, c'est quelque chose, c'est des problématiques que toi, tu as eues, auxquelles tu t'es confronté au sein même de ton agence? Non, alors non, mais j'ai eu des départs comme tout le monde, j'ai eu du turnover, bien sûr, hein, j'ai eu des gens qui ont voulu changer de vie. Mais j'ai une mère, en fait, qui était, parce qu'elle est à la retraite maintenant, médecin du travail. Donc, si tu veux, c'est ce côté maladie professionnelle, j'en ai toujours entendu parler. Ce Bien sûr. côté défaut de management, j'en ai toujours entendu parler. Et puis après, moi-même, j'ai eu l'occasion de travailler dans plusieurs pays différents, donc ça m'a permis de comparer en fait différentes cultures Ok. et de m'arrêter sur un mec qui s'appelait Gerhard Hofstede, qui a fait une étude pour IBM à l'époque, il y a pas mal d'années, sur le power distance, c'est-à-dire la différence qu'il y avait entre le plus haut échelon hiérarchique et le plus bas échelon hiérarchique dans une entreprise, mais également la différence qu'il y avait de traitement qu'il y avait entre les hommes et les femmes, entre les religions, etc. Bon, et les ethnies, tout ça. Et je me suis aperçu qu'en fait, chaque pays avait une manière de manager différente, mais que la réalité, c'est que toute manière de manager amenait des problématiques humaines. Donc en fait, finalement, à force de vouloir mettre en place des méthodologies, on en oubliait l'être humain. Et puis le digital est arrivé, et là, c'est devenu la foire à n'importe quoi, puisque finalement, on s'est dit, c'est génial, le digital, on va gagner en productivité. Donc jusque-là, ça allait bien dans les tendances des années 90-2000. Il faut faire de l'EBITDA, de l'excédent brut d'exploitation, Bien sûr, il faut faire du cash flow, c'est super. Et bien sûr, toute entreprise, pour se développer, a besoin de reconstituer des trésors de guerre pour pouvoir investir. Sauf que quand le plus petit dénominateur commun, tu l'oublies, dans une entreprise, tout s'effondre. Je vais te donner un exemple. T'imagines la pyramide de Maslow. Ouais, bien sûr. D'accord ? La pyramide de Maslow, en bas, tu as les besoins physiologiques, les plus élémentaires, se nourrir, se reproduire, etc., se défendre. Jusqu'à l'accomplissement personnel. Jusqu'à l'accomplissement personnel. Et si tu regardes bien la réalité de la situation aujourd'hui, tu t'aperçois que l'accomplissement personnel, le besoin d'appartenance et de reconnaissance sont surchargés, surnourris par les réseaux sociaux et par le monde d'image dans lequel on évolue. Pour autant, les besoins physiologiques de base, se nourrir, se reproduire, etc., ne le sont plus puisque ça coûte cher de bouffer maintenant. Hein. Va au supermarché en ce moment, c'est compliqué. Mais surtout, par exemple, tu prends en France, les Français font plus d'enfants. Mmh. Donc, quand tu as une pyramide et que le bas de la pyramide n'est plus nourri et que le haut de la pyramide est surnourri, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un petit problème de fondation. Hein. Il y a un petit problème de fondation et ça s'effondre. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer en ce moment, en fait. Et donc, toutes ces pertes de repères, finalement, elles te amènent la première maladie dont on peut parler, qui s'appelle le burn-out. C'est-à-dire, je ne reconnais plus les valeurs du monde dans lequel j'évolue et du travail que j'accomplis tous les jours. À côté de ça, on parle de surcharge cognitive. La surcharge cognitive, c'est quand ton cerveau ne peut plus absorber d'informations complémentaires parce qu'il est déjà oversaturé. Donc, je te donne un exemple. Le matin, tu vas te faire ta liste de courses. Tu as ta to-do list au boulot. Il faut que j'ai fait ça, ça, ça et ça et ça et ça aujourd'hui. Sauf que tu ne prends pas en compte que tu vas recevoir 300 mails dont 260 ne te concernent pas parce que c'est des replies de forward. Tu vas pas prendre en compte que tu vas recevoir des WhatsApp, tu vas pas prendre en compte, parce que maintenant il y a des gens, ils communiquent que par WhatsApp, d'autres que par email, d'autres que par SMS, d'autres que par visio, etc. Tu prends pas en compte les visios que tu vas faire, les collègues qui vont venir dans le bureau pour se plaindre, ça va, oui, comme un lundi, hein. Il fait moche, on est en Moselle, etc., etc. Et tu prends pas en compte tous ces paramètres qui font qu'à la fin de la journée, tu auras accompli qu'un quart de ta to-do list. Le problème, c'est que tu vas procrastiner, tu vas reporter au lendemain tous les 3 quarts que tu n'as pas fait, ça va s'accumuler, puis un jour, tu vas commencer à ramener du boulot le week-end chez toi. Enfin, déjà, tu vas commencer par le soir, puis après par le week-end.
Et ce qui va se passer, c'est que au début, ton conjoint va rien dire, puis à la fin, ça va commencer à merder. Puis un jour, on va t'appeler, la maîtresse de l'école va t'appeler en disant, écoutez, votre enfant fout le bordel à l'école parce que vous lui donnez pas assez d'attention. Mhm. Hein. Puis un jour, tu vas plus arriver à tout gérer, ta famille, ton boulot. Tu vas commencer à avoir mal au bide quand tu vas aller au boulot. Tu vas te prendre la tête avec tes collègues, ton supérieur hiérarchique. Puis un matin, tu vas te lever, le réveil va sonner et ton corps va te dire stop, tu pourras plus te lever de ton lit. C'est ce qu'on appelle le burn-out, qui est souvent lié à des surcharges cognitives trop fortes. Et ça, c'est le quotidien, j'ai envie de te dire, de tout le monde. Parce que lire LinkedIn, lire Facebook, lire Twitter, enfin X maintenant, Threads bientôt, TikTok, etc., ça prend du temps. C'est assez addictif parce que c'est générateur de dopamine, maintenant Bien on sûr. le sait, donc c'est comme une drogue, c'est comme si tu prenais de la cocaïne ou que tu surchargeais en alcool à la fin d'une soirée. Et finalement, t'as pas le temps de tout faire, tu es tout le temps déconcentré, donc tes objectifs, tu n'arrives pas à les accomplir. Et quand tu n'arrives plus à accomplir tes objectifs, tu n'as plus de sens dans ton travail, en fait. Donc, beaucoup de gens ont tendance à se dire c'est la faute de l'entreprise. Moi, je dis c'est pas la faute de l'entreprise. C'est la faute de la personne qui n'a pas su gérer son temps et ou savoir dire non, tout simplement, des fois. Hein. Donc, ça pose des gros problèmes. Ça pose des gros problèmes de société. Je te donne un exemple. Ouais, bien sûr. Je termine juste. J'ai vu là sur X récemment quelqu'un qui postulait, mais seulement en full remote, parce que c'est maintenant la nouvelle mode. Bon, quelqu'un d'autre qui expliquait que l'employeur devait montrer les avantages qu'il procurait à ce qu'on bosse pour lui. Enfin, je veux dire, on inversait les tendances. Ouais, les tendances Je suis d'accord qu'il y a un équilibre, mais pas une inversion de tendance. Donc, et du coup, on se perd dans des concepts marketing très complexes. La RSE, le télétravail, le remote, le machin. On est en train de mettre des noms sur des tas de problématiques qui, en fait, ne sont pas gérées dans le fond. Mhm. Voilà, donc c'est des pansements sur des jambes de bois, tout ça. Mais quand tu parles de tout ça, c'est comme ça que toi, tu es arrivé sur la partie non-verbale. Tu as eu besoin d'aller chercher les explications pour pouvoir trouver des solutions? J'avais pas besoin d'explications. Je me suis dit que en bon manager, moi j'ai suis une formation classique, Catch Business School, MBA, SCP, donc tu vois, Ouais. voilà, j'ai travaillé aux États-Unis, aux Pays-Bas, donc tu vois, j'étais un peu formaté à la réussite d'une entreprise, et pourtant, je peux dire que c'est pas facile tous les jours. Et toi, tu étais vraiment EBITDA, EBE, etc. Et ben voilà, des indicateurs tous clés les de KPI, performance, ouais. et pourtant, c'est pas ma personnalité. Hein. Et finalement, je me suis dit, mais à un moment, on ne peut plus réussir si l'humain ne suit pas. Et je me suis dit, j'aimerais bien comprendre pourquoi en ce moment on est en train d'assister à une déliquescence. Quand tu vois les turnovers dans certaines boîtes, que tu vois que les gens Bien sûr. on veut se mettre tous à leur compte parce qu'on leur a... Enfin, je veux dire, le télétravail, je veux dire, l'entreprise personnelle, c'est bien, mais enfin, la moyenne des auto-entrepreneurs, ils gagnent 850 balles Ouais, c'est ça. par mois. Hein, et je ne sais plus même plus si c'est du brut ou du net, mais enfin, quoi qu'il en soit, avec l'inflation, ça devient compliqué et de se loger et de manger. Tu peux pas. C'est compliqué. Tu peux pas. Souvent, c'est parce que tu as un conjoint qui a un poste fixe Exactement. et qui vient faire le complément. Voilà. Donc c'est très compliqué. Donc je me dis, mais attends, on va où? On va dans le mur là. Parce que les grandes entreprises n'arrivent plus à recruter, les petits auto-entrepreneurs n'arrivent pas à vivre. Et puis à côté de ça, tu regardes au Luxembourg, tu as un chômage qui est en train de percer, et pourtant ils n'arrivent pas à trouver des gens dans le bâtiment et dans la restauration parce que les gens ne veulent plus travailler dehors ou le week-end et la nuit. Ah oui, mais la restauration, même en France d'ailleurs. Hein. Oui. J'en parle encore. Là, tu as un restaurant, Santa Maria, qui est à Metz, Oui. que tu connais, Oui. qui sont quand même complets tous les soirs de la semaine, tous les week-ends, et qui doivent fermer parce qu'ils n'y arrivent pas. C'est ça. Ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts. C'est ça. Et moi, j'en ai parlé directement avec le propriétaire que je connais, et qui m'a dit, en vrai, je devrais passer mes pizzas à 22 €. Et il dit, c'est pas du tout la clientèle que je veux dans mon restaurant. Je suis un restaurant, j'ai toujours été un restaurant familial. Quand j'ai racheté à Luigi, l'ancien propriétaire, on a toujours été un restaurant familial. Et aujourd'hui, je ne peux pas passer une viande à 30 €, une pizza à 22 € pour faire tourner mon commerce. Donc, je préfère m'arrêter là plutôt que de vivre comme ça. Exactement, tu vois. Et ça, c'est catastrophique. C'est-à-dire que même quand tu veux travailler, tu n'arrives plus à travailler parce que tu n'arrives plus à recruter. Ça devient très compliqué. Alors, moi, j'entends bien qu'il faut changer, que des nouveaux métiers arrivent, etc. Mais il ne faut pas oublier quand même tous ceux qui te font manger et profiter du quotidien, tous ceux qui construisent tes maisons. Tu sais que si demain, tu n'as plus d'artisans, tu n'as plus de pain, tu n'as plus de gens qui te construisent des maisons ou qui te les refont. Oui, bien sûr. T'as plus de bijoux, t'as plus de bouchers. Mais c'est ça, en vrai, je pense qu'il faut se concentrer sur l'artisanat.
Oui, alors il y a des grandes campagnes de pub qui sont faites au niveau de la formation. On travaille d'ailleurs avec eux. Premier employeur de France. Mais enfin, voilà, ça c'était le cas il y a 10 ans. Aujourd'hui, on va quand même vers des temps un peu durs. Et il va falloir qu'on ait une grosse prise de conscience à ce niveau-là. Je pense que nos dirigeants l'ont, mais voilà, c'est pas les lois, c'est pas les perspectives de communication qui vont faire que les gens auront envie de plus bosser. C'est l'humain. Alors, l'humain, comment on le gère? Et c'est là on vient au cœur du sujet. On s'aperçoit que, premièrement, les gens ne savent pas poser des questions. C'est exactement ce que j'allais te demander. Ouais. Du coup, si on prend vraiment du coup la partie non verbale. Pas que non-verbal. Que- Intelligence émotionnelle, performance émotionnelle. Ok. D'accord. Quelles solutions elles t'ont apporté, toi, aujourd'hui, ou qu'est-ce qu'elles apportent en termes général, ces sciences cognitives, du coup? Alors, déjà, on va partir sur le questionnement, c'est la base. Quand je veux avoir une information, je pose une question. Quand tu regardes un plateau télé, les gens te disent « Mais Monsieur Macron, Monsieur le Président, on est bien d'accord que la réforme des retraites, c'est un échec. » Ceci n'est pas une question. Parce que tu attaques. Donc, tu n'as pas forcément le répondant en face. Deuxièmement, parce que la personne, tu l'emmènes directement vers une réponse qui est toute connue de ton interlocuteur, mais dont tu connais déjà la réponse, toi, en tant que questionneur. Bien sûr. Donc, ça n'importe rien. D'accord ? Une meilleure question aurait été, d'après vous, Monsieur le Président, comment pensez-vous qu'il faille faire passer plus facilement la réforme des retraites? Et là, tu arrives sur une question ouverte, qui commence par un adverbe, une conjonction adverbiale éventuellement. Dans quelle mesure pensez-vous que? Et donc, du coup, tu vas pousser la personne à discuter. Donc, premièrement, le questionnement. Les gens ne savent plus poser des questions. Deuxièmement, l'écoute active. Tu poses souvent, tu regarderas, tu fais un rendez-vous avec un client, tu poses une question. Alors vous, comment pensez-vous que nous devrions faire ça? Puis tu vois le mec qui est sur son email. Oula, tu vois? Oui, c'est vrai. Garder l'attention est de plus en plus compliqué. Voilà, garder l'attention. Donc, c'est déjà mettre ça de côté. On est en train de discuter, je mets mon portable de côté. Déjà, écouter ce que tu as à me dire. Accepter que tu ne penses pas comme moi. Réfléchir avant de te répondre aussi, le bon timing. Tu sais, on dit, quand toi étais petit, on disait tourner 7 fois la langue dans la bouche avant de parler, mais c'est toujours d'actualité. Pour une raison simple, c'est que l'émotion précède la cognition. Donc si tu dis un truc qui me blesse, je vais tout de suite te répondre du tac au tac, peut-être quelque chose de blessant, alors que ce que tu m'as dit finalement en réfléchissant, c'était peut-être pas blessant, mais bienveillant. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc l'écoute active, le questionnement, l'écoute active, les gens ne savent plus le faire. Ils ont des idées préconçues surtout, et ils ne laissent pas les gens terminer. Donc, tu commences à donner ta réponse. Ah oui, je sais ce qu'il te faut pour toi. Je sais exactement ce qu'il te faut. Donc ça, c'est quelque chose. Et puis finalement, observer comment rester dans la communication avec l'autre. Et observer, c'est de plusieurs manières. La première, c'est par le non-verbal, bien sûr. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui ont été théorisées sur l'émotionnel et le non-verbal et qui font qu'on peut détecter les non-dits. Je dis pas le mensonge, je mens pas aux gens, moi. Le mensonge, c'est très dur de le détecter, et même les gens qui sont formés au mensonge peuvent se trouver dans une bien mauvaise posture face à quelqu'un qui est psychologiquement est pervers et qui a l'habitude de tromper, ça lui fait plaisir. Tu vois. Donc le lie to me est pas forcément vrai. Alors, le lie to me est pas forcément faux non plus. Il y a beaucoup de choses justes. Néanmoins, aujourd'hui, des théoriciens d'Harvard, comme Madame Feldman Barrett, par exemple, ont théorisé que les émotions sont universelles. Si on reprend Ekman et Darwin, c'est vrai, mais tout le monde ne va pas les exprimer de la même manière sur le visage. Ok, je vais juste prendre pour vraiment ceux qui connaissent rien en non-verbal. Toi et moi, c'est vrai qu'on se connaît depuis un petit moment. On a travaillé ensemble et on a déjà beaucoup discuté sur la partie non-verbale, sur la partie cognitive, tout ce qui est information émotionnelle. Donc, en gros, il y a la synergologie qui est d'un côté. Oui. Il y a l'Académie Paul Ekman qui est de l'autre. Oui. Toi, tu as fait ces 2 diplômes-là. C'est comme ça que tu t'es formé. Il n'y a pas que ça, oui, mais oui. Et il y en a encore d'autres derrière. Oui, explique-nous un petit peu. En fait, la synergologie, ça vient de Philippe Turchet, qui a longtemps été décrié. Quand tu tapes synergologie sur Google, tout le monde dit c'est un truc de secte, machin, il n'y a pas de preuves scientifiques, etc. Mais c'est normal parce qu'on est dans un pays où la science et le doctorat sont la règle. La preuve par la science et le doctorat sont la règle. Pour autant, pour observer une micro-démangeaison, tu ne peux pas la provoquer.
C'est très dur. Donc, tu peux pas avoir de protocole scientifique et ne peux donc observer ça que de manière empirique en regardant des heures et des heures de vidéos, en shootant des vidéos. Tu l'as fait avec moi d'ailleurs à l'époque de la barbe. Euh, voilà, mais ça marche, ça fonctionne et aujourd'hui, même si tout n'est pas tout à fait rodé parce qu'on est toujours en amélioration, aujourd'hui la synergologie fait preuve et fait foi même dans les tribunaux au Canada par exemple. Ok. Il y a des experts en synergologie qui sont mandatés sur Pas- des affaires un ok. peu space avec des vidéos pour donner leur avis. Ouais. D'accord. C'est pas le cas en France parce que la différence, c'est que dans ces pays américains, tu es coupable et tu dois prouver ton innocence. Chez nous, on est par essence innocent, on doit prouver notre culpabilité. Ok. Donc forcément, les avocats vont réfuter en disant non, mais non, on peut pas faire appel à ça, c'est pas scientifiquement Ok. prouvé. L'école Paul Ekman, c'est un peu différent, c'est qu'il s'appuyait sur une théorie de Darwin qui disait que les émotions étaient universelles, alors que d'autres disaient que non, 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 c'est lié à l'environnement. Et il a été voir dans une tribu les forêts en fait en Papouasie-Nouvelle-Guinée dans les années 67, 68, je crois si je me rappelle bien. Il a été les étudier, il leur a demandé de montrer comment ils étaient tristes, comment ils étaient en colère, comment ils étaient Ok. joyeux. Enfin, il leur a posé des questions. Et il a observé que chez toutes ces personnalités de la tribu, elles réagissaient toutes de la même manière à 6 émotions universelles, puis une 7e qui est arrivée, qui était contempt, un peu ce qu'on appellerait le mépris. Ok. Et donc, c'était une micro-expression, enfin une expression, je veux dire, qui est unilatérale, c'est comme ça. Ok. Et il a déterminé qu'elles étaient universelles et qu'elles s'affichaient toutes de la même manière et qu'on pouvait les reconnaître sur des déplacements faciaux. Ça a alimenté Like to Me, effectivement, c'est là que tout le monde s'est intéressé à Eichmann, mais ça a surtout alimenté les gens qui t'ont fait des promesses de t'analyser dans l'ordre de visio ou face à des tu sais, des displays que tu trouves dans les supermarchés. On leur disait, je te mets une caméra, puis je saurai si la personne réagit à 70% avec de la colère, de la joie, de machin, etc. Et en fonction de ça, je vais te donner la pub que tu veux. Sauf que la Miss Feldman-Barrett, elle a déterminé que finalement, c'était pas si universel que ça. Je te donne un exemple, et ça date d'il y a, là, c'est tout récent. Hein. En fait, la colère, on va tous la formaliser de la même manière. C'est-à-dire que elle va, en fait, quand on se crée une base de données émotionnelle, et il y a toujours un déclencheur qui va aller puiser dans cette base de données Ok. émotionnelle, dont l'objectif des émotions, c'est de te protéger sans que tu aies à y penser. Donc, par exemple, On a nos propres émojis internes, quoi. ouais, tu vas être surpris parce qu'il y a quelque chose d'inattendu qui va se passer. Tu vas être en colère parce que tu n'arrives pas, à atteindre un objectif. Tu vas avoir peur pour éviter un danger. Tu vas être joyeux pour partager ta joie avec quelqu'un, mais tu vas être triste pour générer des larmes, évacuer le cortisol, donc qui est émis par les glandes surrénales, qui gèrent ton stress, en fait, et l'évacuer par les larmes, etc. Ok. Et D'accord. faire le deuil de quelque chose. Et c'est important. En fait, c'est pour ça que quand on dit à un gamin, surtout, arrête de pleurer, arrête de te mettre en colère, c'est bienveillant au départ, ou alors ça nous saoule, mais la réalité, c'est qu'on doit laisser un gamin s'exprimer. Parce qu'à partir du moment où tu dis à un gamin, tu ne le laisses pas s'exprimer au niveau émotionnel, en fait, tu vas créer une personnalité trouble chez lui. Ok. Voilà. Parce que garder ses émotions pour soi, aujourd'hui, on est capable de dire que ça peut générer des maladies. Ok. Tu vois ? Ok. L'angoisse, ça peut générer du stress. Le stress, ça peut générer des cancers, tu vois, notamment du système digestif. Ça va avec tout ce que tu sais sur ça, la future vie de papa, ça te stresse pas trop Non, du non, coup? du coup, je dis que c'est très bien que je sois papa à 47 ans et que j'ai appris ça avant. Ouais. Ça me permet de comprendre que l'enfant va se développer entre 0 et 3 ans, qu'à partir de 5 ans, il va commencer à comprendre que il a des émotions différentes de ses parents et qu'il peut les feindre pour avoir un bonbon, faire je suis triste alors qu'il est tout joyeux à l'idée qu'il va avoir un bonbon, tu vois. Donc Ok. il peut avoir des émotions sur plusieurs couches de sa personnalité, ce qu'on appelle des émotions hétérogènes. Et du coup, c'est là que le mensonge d'ailleurs va commencer. Il va commencer à comprendre qu'il peut mentir. Mais donc c'est bien d'avoir appris ça avant. Mais pour en revenir aux émotions, donc tu vas avoir un déclencheur, un danger qui va arriver, et on sait que cette émotion, elle va s'afficher sur ton visage et qu'elle va durer pendant un certain temps, ce qu'on appelle la période réfractaire. C'est-à-dire, t'imagines, tu es sur l'autoroute, puis tu t'évites un danger, tu donnes un coup de volant, tu évites le danger, mais c'est pas parce que tu l'as évité que tu n'as pas encore la peur dans ton estomac, ça va durer un certain temps, tu vois. C'est pour ça que je dis toujours, ne vous engueulez pas avec votre femme avant de vous coucher. Ça va durer du temps et le lendemain, ça ne soupe pas la grimace. Ok. Voilà, et du coup, quand tu as compris que ça marche comme ça, Ekman, il a tout son sens. Sauf que la Miss Feldman-Barrett, elle nous dit, elle est professeure à Harvard,
Elle nous dit oui, mais on a plusieurs manières de les exprimer sur le visage, contrairement à ce que dit Paul Ekman. Par exemple, dans la colère, alors elle dit c'est très lié en fait à la manière dont on a été éduqué et à l'environnement à l'instant T. Donc tu as des gens par exemple qui vont exprimer leur colère, ils vont taper du poing sur la table parce que le sang va partir du visage, va aller dans les mains et ils vont taper du poing sur la table pour essayer d'atteindre leur objectif, c'est l'objectif de la colère. Et puis tu as des gens qui vont exprimer leur colère de manière très froide. La colère sera la même à l'intérieur, mais à l'extérieur, elle ne se diffusera pas de la même manière sur le visage. Alors on pourra peut-être reconnaître des petits fragments de micro-expression, mais c'est quand même propre à chacun. C'est ce qu'on appelle être idiosyncrasique, c'est-à-dire être propre à chacun. Ok. Voilà. Et du coup, cette partie non-verbale, toi, tu as fait tes formations, on se connaît bien, tu en as fait beaucoup. J'ai fait du predictive profiling aussi. Tu as passé quelques dizaines, centaines d'heures à étudier tout ça, à passer tes diplômes, à aller aider après. Tu as travaillé avec, on peut le dire, avec la gendarmerie. Les enquêteurs. Là, je fais beaucoup de choses avec les enquêteurs en ce moment. Donc, mais est-ce que toi, maintenant, toute cette partie de théorie, comment est-ce que toi, tu l'appliques en pratique? À quoi le non-verbal aujourd'hui et le verbal, le fait d'apprendre à mieux poser des questions, le fait de connaître un petit peu toute cette partie cognitive, comment toi tu t'en sers dans la vie de tous les jours aujourd'hui? Tu peux avoir un aspect business. Par exemple, nous, on est dans un métier de prestation de service. Il est clair que, tu le sais très bien puisque tu as travaillé à l'agence, quand tu vois un client, toi, tu sais ce que tu peux lui proposer, mais tu sais pas ce qu'il a dans la tête. Okay. Et bien souvent, tu vas arriver sur un entonnoir à un moment où le client te dira « c'est super ce que vous m'avez proposé, mais c'est pas ce que je voulais ». Ok. Ça nous arrive à tous. J'ai déjà eu le cas personnellement. Voilà. Pas plus tard que cet après-midi. Bon, bah voilà, tu vois. Et donc, savoir poser des bonnes questions, ça te permet d'éviter ce genre de choses. Ok. C'est du temps que tu vas prendre, tu vas reposer tes questions différemment, mais tu auras plutôt les bonnes réponses. Et puis faire de l'écoute active, bien entendu. Et puis après, tu as un côté... et puis tu vois tout de suite avec le non-verbal, si le client il est gêné de ce que tu lui dis. Tu le verras faire des trucs comme ça, etc. Tu le verras changer de position sur sa chaise, etc. Bon, ça te donnera des indications et ça te permettra de reposer la question différemment ou de dire quelque chose différemment pour revenir dans la communication. Et ça te permettra aussi de prendre une position peut-être un peu moins haute par rapport au client, parce qu'on dit toujours qu'il vaut mieux commencer bas ou au même niveau, mais jamais en position haute. Ça, c'est la communication transactionnelle qui te l'apprend. Et donc, du coup, ça, c'est pour le business. Et puis après, c'est pour tes collaboratrices ou tes collaborateurs. J'ai souvent des réunions où déjà, tu te rappelles, ils venaient tous avec des ordinateurs. On faisait la réunion. Tu étais sûr que personne ne se souvenait des chiffres, de ce qu'on avait dit à la réunion. Ils étaient tous en train de répondre à leurs mails pendant les réunions. Ouais. D'accord. Donc déjà, moi, ça a changé. Maintenant, plus personne ne vient avec son ordinateur. Okay. Tout le monde vient avec un bloc de papier et un crayon au minimum. Et la personne qui a un ordinateur, c'est celle qui diffuse l'information. Basta. J'ai des meilleurs retours, si tu veux. On est plus efficace, que les gens se rappellent à la fin de la semaine de ce qu'on s'est dit le début de semaine. Donc, c'est déjà pas mal. Et puis après, tu as tes collaboratrices et tes collaborateurs. Tu es le chef. Donc, ils te disent pas toujours tout. Okay. Et s'ils ont des petits coups de stress, il faut que tu sois capable de les déceler, tu vois, avant même qu'ils t'en parlent. Parce qu'en général, quand ils t'en parlent, c'est que c'est trop tard. Tu peux nous donner un exemple concret à ceux qui nous regardent notamment, comment ça peut se montrer sur un collaborateur? Comment est-ce que tu as appris? Quels sont les signes qui te montrent qu'il y a quelqu'un qui n'ose pas te dire quelque chose? Une collaboratrice qui était en réunion le lundi matin, elle avait un mail qui est arrivé, j'ai entendu le bruit et je l'ai vu faire comme ça. Okay. Avec ses cheveux. Et en fait, ça, c'est ce qu'on appelle un lissage en matière de langage non-verbal. C'est quand tu as une tension interne, en fait. Okay. Tu vois? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Sans lui dire, tu as une tension interne, explique-moi tout, c'est pas ce qu'il faut faire. Je lui dis, d'après toi, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que cette semaine, elle se passe bien? Okay. Pour toi. Et elle me dit, justement, il faut que je vous parle d'un truc. Ok. Voilà, tu vois, c'est un exemple très concret qui est arrivé. Voilà, et je sais que sinon elle m'en aurait pas parlé et qu'à la fin de la semaine, je l'aurais vu en pleurs dans mon bureau. Donc toi, ça te demande par contre une attention constante sur l'ensemble de tes équipes? Non, après, si tu prends le réflexe. Ok.
C'est pas non, bah, non, justement, si tu étais tout le temps à regarder tout le monde comme ça, C'est ça. d'ailleurs, c'est la question que tout le monde me pose: «Mais tu m'as analysé ou pas?» Non, mais non, surtout pas. T'imagines, sinon je serais en surcharge cognitive tout le temps. Là, Ouais, tu bien me verrais sûr. en burn-out Ouais, au tu peux bout de plus. ma vie. Ouais, Oui, tu peux oui. pas. Mais après, tu vas choper des réflexes. C'est ce qu'ils disent en synergologie. Ils parlent de ballons qui passent. Tu vois, tu as des ballons qui passent, à un moment, faut que tu les captes. C'est OK. pas comme ça, c'est comme ça, et puis c'est tout. Alors après, c'est nombreux, hein. Ça peut être des micro-démangeaisons, là, on en fait tous. Ça peut être des mouvements de langue, tu vois, souvent les gens, bon, ils font ça, tu vois. Ça peut être des changements de position de chaise, ça peut être un mouvement dans les cheveux, ça peut être un mouvement dans la Dans la barbe, barbe hein, que tu as beaucoup étudié? bah, qu'on a théorisé. Au bout de 3 ans de travail, on va publier, là, ça y est. OK. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui va jouer avec ses doigts, qui va jouer avec son verre, qui va jouer avec son stylo, qui va déchirer une feuille, ce qu'on appelle les gestes de préhension. Et, euh, et voilà, et en fait, au début, tu l'apprends. C'est un peu comme le vélo, tu vois. T'apprends, puis tu t'entraînes, puis un jour, ça devient naturel. Et puis même si tu n'en as pas pratiqué depuis un certain temps, ce que je recommande pas, il faut pratiquer tous les jours, Ça revient. mais tu as des réflexes qui reviennent, ouais, tu as des trucs qui reviennent. Et tu as appris, en fait, en globalité, à être vachement plus attentif à ce qui se passe autour de toi. Ce qu'il faut retenir de ça, c'est ça. Tu aurais peut-être, Par exemple, des Félicia, là, tu vois, elle vient de se gratter, en fait, le bras gauche, avec la main droite en contrôle latéral. tu aurais peut-être des si certaines personnes sont intéressées sur se renseigner effectivement sur tout ça, des bouquins à conseiller, des vidéos YouTube pour ceux qui aiment pas lire ou enfin, des gens qui en parlent? Fabien Olicard peut-être? Surtout pas. Pourquoi? Surtout pas, parce que je pense que c'est un très bon communicant et qui fait rêver tout le monde, mais le langage non verbal, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'il explique. D'ailleurs, en globalité, ne jamais regarder les influenceurs TikTok, Instagram qui te disent en 30 secondes, je vais t'expliquer comment on peut apprendre ça et ce que ça veut dire. Ne jamais écouter les gens qui font des vidéos sur YouTube et qui font des pseudo-analyses. D'ailleurs, moi, je le faisais au début parce que j'avais envie de partager ma passion à tout le monde et je le fais plus. Ouais, tu arrêté. J'ai complètement arrêté, mais pour une raison simple, c'est qu'en fait, il y en a tellement qui s'amusent à faire ça que je trouve que ça décrédibilise en Ouais, fait tout le travail qu'on fait. ouais, ça te dessert un peu. Bah, et c'est surtout que quand on va analyser quelque chose, on le fait souvent d'ailleurs a posteriori, c'est-à-dire qu'on voit le truc et après on prend le temps de l'analyser, donc on timecode tout, etc. C'est des heures et des heures de boulot si tu veux bien le faire, et tu as toujours la capacité et la possibilité à te tromper. Bien sûr. Ouais. Parce que, bah, je te l'avais expliqué, hein, si tu as appris l'arabe ou l'hébreu et tu les as appris à les écrire avant le français, bah, tu écris de droite à gauche. Donc, sur l'aspect diachronique des gestes, Tout est inversé. ça va s'inverser. Donc, il faut savoir poser la bonne question, encore une fois, hein, pour pas faire de fausses analyses. Et puis, attends, on est empreint de nos biais cognitifs, nos croyances limitantes. Donc, si on ne sait pas faire fi de nos croyances limitantes, ben, je te donne un exemple. Quelqu'un qui est plutôt pro Mélenchon, et on va lui donner à analyser Marine Le Pen, t'imagines bien que son jugement non-verbal, Va être biaisé. bien que cette personne soit bienveillante et veuille le faire correctement, ça va être biaisé. Moi, je dis toujours, moi, j'ai voté Macron 2 fois aux dernières élections présidentielles, mais pourtant, je suis le premier à dire que la plus congruente et donc la plus authentique sur le deuxième débat présidentiel a été Marine Le Pen. Ok. Voilà. Et pour arriver à faire ce pas-là, ben, il faut être authentique et Il faut analyser les choses de manière cartésienne et pragmatique. avoir une capacité à mettre vraiment ce qu'on sait et ce qu'on pense de côté pour se concentrer que sur le factuel. Mais c'est évident, c'est évident. Et c'est pour ça que je ne fais plus d'analyse sur les réseaux, parce que tu vas donner à manger à tous les haters, tu vas donner à manger à tous les gens qui rêvent que c'est simple et facile, Bien et sûr. tu vas donner à manger à tous les gens qui finalement ne vont plus s'intéresser au truc, parce qu'ils vont dire ouais non mais moi je pense que j'ai compris comment ça se passait, et puis voilà quoi. Tu vois. Et donc du coup, pour ceux qui voudraient se renseigner là-dessus, Alors, il y a beaucoup de livres intéressants. Philippe Turchet vient de sortir un ouvrage sur la synergologie, remis à jour entre guillemets, qui est la synergologie, qui vient de sortir là au mois de janvier de cette année. ok. Je recommande de le lire, il est très bien fait. Il l'avait fait il y a quelques années, il y a 30 ans je crois, mais Ok. c'était pas aussi avancé Bien qu'aujourd'hui. sûr. Donc c'est vrai que beaucoup de gens disaient bon c'est un peu du charlatanisme, etc. Mais je recommande de le lire. Alors, il y a Je sais que vous mentez de Paul Ekman, mais il y a surtout le livre sur le mensonge de Marwan Meri, qui était mon instructeur en négociation complexe, qui est un super instructeur, un très bon marketeur aussi. S'il écoute, j'espère que ADN Group à Paris. Et lui, je sais plus comment ça s'appelle son bouquin, mais Marwan Meri, vous regardez sur le mensonge, c'est magnifique. Et puis sur la négociation complexe aussi, il est très fort. Ok. Merci.
déjà, Jean-Philippe. Avec plaisir. Et je voudrais ouvrir sur une dernière question. Aujourd'hui, c'est la grande mode de l'intelligence artificielle. Oui, Et il faut qu'on en parle. oui. Sur toute cette partie analyse comportementale, analyse cognitive, est-ce que l'intelligence artificielle vous aide, vous fait peur, va peut-être vous créer des problèmes ou des solutions? Alors déjà, je suis pas quelqu'un de hashtag aspirant comme t'en as, inspirant, pas aspirant, inspirant comme t'en as plein sur les réseaux sociaux. Je vais rester humble sur ce coup-là. Je vais donner simplement des choses que je ressens et qui sont pas forcément des prophéties, enfin, ou qui sont des prophéties, pas forcément des prévisions. Mais je pense déjà que l'intelligence artificielle, faut pas en avoir peur. Je disais en préambule de cette interview qu'on ne se, finalement, on n'était plus en paix avec nous-mêmes. On avait besoin toujours de prouver quelque chose. Exactement. D'ailleurs, il y avait une psychologue qui a fait une étude, je sais plus comment elle s'appelle, je l'ai vue dans Welcome to the Jungle, qui disait, mais dans les entreprises, on l'a fait plancher sur le bien-être, c'est pas sa spécialité. Et elle disait, mais finalement, dans les entreprises, on trouve des gens qui sont tout le temps en train de procrastiner parce qu'ils ont des blocages, ils savent pas mettre un nom dessus. Et puis, il y a des gens qui sont tout le temps en suractivité parce qu'ils ont peur de se retrouver avec eux-mêmes. Ok. Tu vois? C'est les profils qu'on trouve le plus en entreprise. Je trouvais que c'était assez pertinent. L'intelligence artificielle, on en est qu'au début. Alors, c'est sûr que si tu es du côté des gens qui ont regardé Terminator, tu peux en avoir peur. Hein, c'est possible parce qu'on est en train de s'apercevoir que l'intelligence artificielle va tellement être intelligente qu'elle sera plus artificielle. Il y a des gens qui disent ça et c'est possible. Mais moi, je dis simplement, maintenant, profitons de cette intelligence artificielle qui nous fait gagner du temps pour prendre du temps pour nous-mêmes. Ça peut être... Donc, réfléchissons à comment l'incorporer dans notre process de travail pour gagner du temps libre plutôt que d'en avoir peur. Accessoirement, par contre, il faut en avoir peur sur la communication, les élections. On est dans un contexte géopolitique complexe. Et aujourd'hui, on est capable de reproduire quelqu'un qui va dire quelque chose alors que cette personne n'a jamais dit ça et que ce qu'elle aurait dit, c'est pas du tout ça. Et c'est de mieux en mieux fait. Hein. Et voilà. Et avec les réseaux sociaux, c'est amplifié. Et donc, tu peux influencer aujourd'hui une élection. Je pensais à Trump, l'élection de Trump qui avait été influencée par nos amis russes. Mm-hmm. Mais ça peut recommencer à échelle encore pire. Et finalement, on ne saura plus discerner le vrai du faux. Donc, il y a peut-être un métier à créer. C'est profiler en intelligence artificielle. Discerner le vrai du faux. C'est des fact-checkers d'intelligence artificielle. Trouver la fake news. C'est ça, c'est peut-être un nouveau métier. Des vérificateurs. Ok. Voilà. Mais non, il ne faut pas en avoir peur. Ouais, je pense pas. Enfin, et puis même si on en a peur, c'est que de toute façon, ça foutra notre civilisation par terre et ce sera pour reconstruire un monde plus neuf. On s'en enlèvera. On s'en enlèvera la nature. C'est Yannick Goudot qui est un super intervenant à l'APM qui disait, vous savez, on nous bassine à aller sur Mars et finalement à se dire que la Terre va disparaître. Mais la Terre, elle a existé des milliards d'années avant nous, elle existera des milliards d'années après nous. Ce dont il faut avoir peur, c'est de l'être humain. C'est nous-mêmes, en fait. Parce que si tu regardes à Tchernobyl, on a mis de la radioactivité partout. Mais aujourd'hui, tu as la nature et les animaux qui reviennent. Si tu regardes pendant le confinement, l'être humain a été inactif, les poissons sont revenus dans la Seine. Mm-hmm. Tu vois? Donc la nature, elle reviendra. L'homme, c'était le seul abruti, c'est le seul animal qui... Quand il y a eu un tsunami en Thaïlande dans les années 2006... c'était à Noël 2006 ou 2004, mais je crois que c'est 2006, qu'il a fait beaucoup de morts, dont une famille messine d'ailleurs, enfin du coin là, qui avait une agence de com. Les animaux avaient déserté le coin depuis 4 heures parce qu'ils avaient senti le tsunami arriver. Ils étaient en contact avec le sol, la nature. Mais l'être humain, c'était le seul qui prenait la vague du tsunami avec son smartphone en photo. Oui, bien sûr. Et tu vois, ça te donne un peu la problématique qu'on vit aujourd'hui. C'est nous, en fait, le problème de la Terre. Et donc, c'est à nous de nous autodiscipliner. Mais pareil, on ne peut pas demander aux gens de faire des efforts tous les jours sur l'environnement, le machin, alors que derrière, tu as les États-Unis, la Chine et l'Inde qui en ont rien à péter, quoi, de ce qu'on fait. Tu vois? Alors, je dis pas qu'il faut pas le faire. C'est pas ça que j'ai dit. Je dis simplement qu'il y a un moment, il faut qu'on arrête, faut une prise de conscience globale. Il faut que tout le monde ait les mêmes règles du jeu. Il ne faut pas que ce soit du marketing, parce qu'aujourd'hui, c'est du marketing. Les gens, ils sont tellement perdus de valeur, ils ont tellement perdu de vue leurs objectifs personnels, qu'ils ont tous besoin d'être beaux, riches et intelligents, comme tous les gens qu'on voit sur les réseaux sociaux, sauf que les influenceurs à Dubaï, ils sont assis dans un appart et bouffent le mastic des fenêtres à la fin du mois.
Merci beaucoup, Jean-Philippe Merci à Bresson. Et toi. puis, tu reviendras pour qu'on parle plus agence de communication et surtout communication depuis 28 ans. Ça marche. À plus, salut. À plus, ciao.